Salut les pongistes, aujourd'hui j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir Éric Piolle, porte-parole des écologistes, maire de Grenoble et accessoirement grand fan de ping. Bienvenue. Tout à fait. Eh ben merci, et puis merci de m'offrir cette possibilité 30 ans après de me retrouver derrière une table. Alors faut pas encore me dire merci parce que je serai sans pitié. Je vais vous proposer un exercice qui est un match interview. Donc on a une table de ping-pong, j'ai disposé quelques caméras autour de cette table. Je me permettrai d'interrompre la partie pour poser quelques questions. Un set égale un thème. Est-ce que ça vous convient? Ça me va bien, Eh c'est ben, bon, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites, garder le service? Ouais. Alors, première manche, on va s'intéresser à Éric Piolle, le pongiste. Et j'ai une première question, j'aimerais savoir à quel pongiste j'ai affaire. On m'a dit que vous aviez joué à très bon niveau. Quel était votre meilleur classement? Bon, je passais 25 quand j'ai arrêté, donc voilà, c'était d'abord l'ancien monde, hein, l'ancien classement. Et voilà, j'ai arrêté en 93, quand je suis arrivé à Grenoble en fait. 25 pour les genoux, ça équivaut à 18-19 d'aujourd'hui. Donc c'est quand même un excellent classement. Je n'ai jamais réussi en 30 ans de ping à atteindre ce classement. Donc, On joue en National 2 par équipe avec le Stade Montois. J'étais section paloise d'abord, puis après recruté par le Stade Montois. bravo. Ça veut dire pour les non-pongistes qui regardent cette vidéo que vous faisiez partie des top 2% des pongistes. Hein, parce que, voilà, à l'époque, je pense que ça va être le top 500 français à peu près. Ah ouais, bah alors, si c'était top 500, c'est plutôt les 1%. National 2, il y avait National 1 et Super Division à l'époque. Donc c'était quand même assez... Ah oui, bah c'était pas du tout le même monde. Ouais, c'est ça, c'était pas le même monde. Ok, donc j'ai pas à faire un tocard. Voilà. Ok. Comment vous le définiriez, votre style de jeu? Assez basique, c'est service... Service attaque. patate, hein, j'ai l'impression. Voilà, service attaque. Ok. Et donc vous avez arrêté? C'était il y a combien de temps que vous avez arrêté? J'ai arrêté il y a 32 ans. Et pas joué depuis? Si, alors j'ai pas au début, parce que le problème du ping-pong, c'est que quand on joue avec des gens qui jouent pas trop, ben, ouais, on n'a pas, on s'amuse moyen. Et donc après, je faisais du tennis, badminton, du squash, de la pelote basque, enfin, tout ce qu'il y a, et puis du foot, du basket, du rugby, enfin, tout ce qui traîne avec un ballon ou une balle. Donc après, j'ai joué au foot en corpo, en arrivant ici dans ma première boîte. Et après, en rentrant, je suis rentré chez Hewlett-Packard avec des infrastructures extraordinaires de tennis, mais aussi de ping. Et un joueur qui, à l'époque, devait être 40 ou 35. Okay. Et un champion olympique, paralympique, Vincent Bourri. Ah, excellent. Et donc là, j'ai pris plaisir à nouveau à rejouer avec des gens qui savaient jouer. C'était chouette. D'accord. Mais bon, c'était l'époque 38 mm. 38 mm, 7 en 21. Ok. Et donc là, la balle de 40, c'est peut-être cette là qui... Non, c'est bon, c'est avalé. Ça, ah ouais, j'ai quand même joué à HP à la fin. C'était déjà balle de 40 et les 7 11. Je suis pas sûr que j'ai jamais joué avec des 7 11. Mais ok. Bon. Très bien, j'en sais plus. Merci beaucoup. Allez, à vous de servir. Allez. 0-0. J'avais pas lu le service. Ah, ça sert bien encore, hein. Bah, une fois qu'on me donne une raquette avec un truc qui accroche, c'est vrai que j'ai plaisir. Hein. Ah, mais moi aussi, on est deux bourrins, je crois. Un partout. Un partout. À moi de servir. Je précise que le service est mon point fort. Ok. Ouais. Il me fait rire. Ça démarre bien. Ça démarre bien. De toute façon, j'ai appris une règle immuable, c'est de ne jamais ouvrir sa gueule. C'est-à-dire qu'on a hâte d'attendre les points faibles maintenant qu'on voit le point fort. 1, 2. Oh putain, mais par contre, faut qu'il y ait des échanges un peu pour que les gens se divertissent. Ah oui, mais alors là, l'échange, c'était quand même pas ma spécialité. Hein. 3-1. Bon, je suis déjà en difficulté, allez. C'est pas vrai. Ah, il est coupé. Ah oui, il est coupé. Ah, il est coupé. 6-2. Ouais, attendez, 50% je suis en panique. Je suis en panique. Question. Ah, on dirait Djokovic. Le mec fait une pause soin. Ouais, mais là, moi, c'est pour les besoins de l'émission. Ouais. Oh là là, putain, il y a déjà 6-2, allez. Alors, le ping, c'est un virus. Ouais. Un virus, ça se transmet. Moi, j'aimerais savoir comment vous l'avez chopé, ce virus, et qui vous l'a transmis. Je saurais pas dire. Je courais derrière toutes les balles et les ballons qui existaient, alors que je suis dans une famille totalement pas sportif. Ah ouais.
si, ils n'aimeraient pas ça, parce qu'on faisait beaucoup de montagnes, toutes les activités de montagne possibles, mais c'était plutôt une philosophie, la montagne, plutôt qu'un sport. Ok. Et voilà, donc j'ai eu plaisir à jouer assez vite. Et puis, un de mes copains était dans le club, la section paloise, qui était à 5 minutes de chez moi. Et donc, il m'a amené, je pense que je vais être en 5e, 4e. Ouais. Et là, je me suis plongé dedans, j'ai arrêté le foot. Okay. Très bonne idée. J'ai arrêté le foot pour me plonger dans le ping. Et j'ai fait de la 5e, 4e jusqu'à ma 2e maths P. Donc j'ai fait à peu près 3, 6, 8, 9 ans de ping à fond. Mais vous y êtes mis tard alors, parce que 5e, on a 11 ans en 5e. Ouais, 12, un truc comme ça, ouais. Oui, et vous êtes monté 25, enfin, rapidement. Oui, parce que voilà, ça suit. À la section paloise, je pense qu'on était au max dans le haut niveau des régionales. Et puis après, j'ai été recruté par le Stade Montois où j'ai joué avec l'actuel maire. C'est vrai. De Mont-de-Marsan, on était 6, c'était des équipes de 6 à l'époque. Donc on avait 2 poules de 3. Ça j'ai connu. Donc on jouait en 20, voilà, en 20. Et il se trouve que la personne chez qui je dormais, parce qu'il y avait quand même 80 bornes entre les deux villes, donc il venait me chercher. Moi j'étais mineur, j'avais pas le permis, donc voilà, il venait. Et je dormais chez l'actuel maire de Mont-de-Marsan. Donc excellent. On s'est retrouvés avec grand plaisir. On en reparlera tout à l'heure, j'ai une question là-dessus. Mais maintenant, il y a 6-2 et j'ai un retard à remonter. Voilà. Voilà, évidemment. Elle m'a été offerte celle-là. Si je prends le doigt. Putain, mais le service, il est ouf. Il sert super bien. Il sert mal parce que ça sort maintenant, alors qu'avant ça faisait poète là. Là, ça fait pas du tout poète. Le service, il a une trajectoire vraiment pas mal. 3-7 ? Ouais. Aïe. Je suis dessus là. Oh là, il sert trop bien. Oh, le service, il dévie. 5-9. Pose question parce que le set va être trop vite terminé. C'est pas possible. Alors, vous avez dû remarquer que je joue avec un revêtement à picot dans le revers. Pour ceux qui ne connaissent pas le tennis de table, il y a 2 camps chez les pongistes. Il y a les anti et les pro plaques de merde. Donc les plaques de merde, c'est ce qu'on appelle des picots longs, des anti-top. Vous êtes dans quel camp, vous ? Non, moi je suis dans le standard. Moi. Oui, est-ce que vous j'aimais bien les picots longs, parce que ça faisait des jeux propres en défense, attaque-défense, c'était sympa, on pouvait faire plein de top spin d'affilée. Ça existait pas des masses en fait. Ça existait, mais c'était moins répandu. C'était pas très répandu. Il y avait ou bien voilà, vraiment les planches, ou bien les picots longs et les espèces de trucs intermédiaires, c'était pas hyper répandu. Ok, mais bon, vous n'êtes pas anti. Non, ça fait partie. Il y avait un gars qui jouait à Ezine, je me rappelle, un colosse qui bougeait pas, qui était 15, et qui avait un jeu comme ça, c'était incroyable. C'était incroyable à voir, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Même si, moi, je préfère quand même les échanges bien sûr, ronds, comme on le fait là, voilà. les échanges là. Non, moi, je trouve que c'est toute la richesse de notre sport par rapport aux autres sports de raquettes. Eux, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas les softs, les anti-top, les picolons. Et du coup, nous, on a quand même des tactiques hyper riches, toute une variété de types de jeux que je trouve vraiment génial. Je suis d'accord. Il y a plein de qualités au ping-pong. Exactement. La vitesse du cœur, les raquettes, le tactique, le mental, encore plus et encore plus rapidement qu'au tennis, c'est vraiment chouette. Ouais. Encore une question par rapport à votre passé pongiste, donc vous avez joué en national et tout. Est-ce que vous auriez un souvenir en particulier ou une anecdote croustillante à nous raconter ? J'en ai plein parce que j'imagine. Voilà, c'est à Mont-de-Marsan. Il y avait quand même, c'était une ville très très sportive, c'est toujours une ville très sportive, et donc on jouait devant, à l'époque, il y avait 300-400 personnes. Ah ouais. C'est-à-dire plus qu'à l'époque pour les matchs de Coupe d'Europe. Enfin, là, j'ai vu la finale du championnat de France, 4000 personnes, les Lebrun ont fait mais là, c'est un autre monde. Un boost, c'est un autre monde. Et donc ce match, je me rappelle que les adversaires n'entendaient pas la balle, on n'entendait pas, donc il fallait quand même s'habituer quand on venait chez nous, parce qu'il y avait tellement de bruit, il y avait une bande d'as dans les tribunes, et donc les adversaires n'entendaient pas la balle. Et puis c'est aussi un épisode un peu particulier, parce que j'ai disparu pendant 3 jours à la suite de cette after soirée quand on est monté en National 2. Et mes copains se sont rendus compte que j'étais pas là, je pense au bout de plus de 24 heures. Le président du club a été les retrouver dans une palombière, il a été me retrouver moi à l'hôpital, où j'avais fait j'avais fini la nuit, on va dire. et derrière, il est parti, parce que moi j'habitais quand même à 100 bornes de là, et donc il a été à la recherche du reste de l'équipe, qu'il a trouvé au fin fond d'une palombière le lendemain après-midi. Et donc des palombières, c'est dans la forêt, dans les Landes, des endroits un peu sympas et conviviaux.
Et il dit, les gars, c'est bon, il manque rien. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, oh là, Eric, machin. Donc c'était assez rigolo. Donc vous aviez une bande de sacrés fêtards quand même. C'était bien la fête, ouais. C'était des chouettes déplacements. Bon, très bien. Allez, on redevient sérieux parce tout que ça là, pour essayer de me déconcentrer pour exactement. Se refaire. 5-9, allez. Mais il me laisse pas respirer. Ah bah non. 5-10, j'ai pas posé toutes mes questions encore. Bon, je suis obligé de faire le gros service là. Voilà. Allez, 6-10. Il n'y a pas eu 2 échanges. Non. C'est pas possible. Là, il l'a pas avalé encore. J'ai pas remis un service. J'en profite. 11-7. Alors, on change pas de côté parce que c'est prévu comme ça. J'ai pas eu le temps de poser toutes mes questions tellement c'est allé vite, donc je vais me permettre quand même de poser la dernière, ça vous dérange pas? Et justement, on parlait voilà, que maintenant on était dans un autre monde, les frères Lebrun immobilisent les foules. Vous avez connu comme moi à l'époque des mousquetaires, Gatien, Sheila, Le Goût et Loi. C'était super, hein, ouais, mais on avait droit qu'à 5 minutes de ping à la télé par an. Ouais. Et aujourd'hui, eh ben, le ping, les frères Lebrun, on les voit partout à la télé, dans les publicités, avec les enfoirés et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette Lebrun mania? C'est génial. D'abord, le ping, d'un point de vue esthétique, a changé. Le ralentissement avec la balle à 40 a marché. Couleur des tables, couleur des revêtements. Voilà, maintenant, avant, honnêtement, on voyait 5 minutes de pile, mais en plus, on voyait rien. Ouais, exactement. Tandis que là, c'est un spectacle incroyable qui fait que moi, maintenant, je regarde du ping. Ah ouais. Sur la chaîne, voilà, je ne citerai pas de nom, mais bon, c'est une chaîne qui diffuse beaucoup et donc on peut suivre, les compétitions. Dans l'équipe, maintenant, il y a un onglet tennis de table, ce qui est quand même dingue, et on peut regarder du ping à la télé et c'est le niveau de jeu, que ce soit homme ou femme, absolument incroyable et un spectacle incroyable, quoi. Et vous citez l'équipe, justement, aujourd'hui, aujourd'hui on tourne cette émission, Lilian Bardet a battu le numéro 4 ou 5 mondial. Peut-être que c'est le numéro 4, numéro 5, parce que Calderano n'a pas eu son passeport, son visa. Il suit tout, il suit tout. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que l'équipe en parle, même de Lilian Bardet. J'ai beaucoup de respect pour Lilian Bardet, mais c'est pas un joueur de premier rang. Et l'équipe en parle, c'est ouf. C'est ouf. Eh bien écoutez, pour ce premier set qui est allé très vite, je m'incline, mais du coup là, je vais passer en mode Super Saiyan, donc je vais devenir très très méchant. Second set, on va s'intéresser cette fois-ci à Eric Piolle, l'homme politique. Et je vais commencer tout de suite par une question, parce que je sais que le set va aller vite, en ma faveur cette fois-ci. Je vous ai posé tout à l'heure la question du virus du ping. Ouais. Et le virus de la politique. Comment est-ce que vous l'avez chopé? Est-ce que quelqu'un vous l'a refilé ou est-ce que vous l'avez chopé tout seul? Alors, c'est pas un virus, ça, en tout cas pour moi, pour plein de gens, c'est un virus. Mais moi, c'est plutôt... voilà, j'étais dans une association en 2009. Les écolos cherchaient des gens de la société civile. Le président de notre asso a été approché. Et puis, il nous a dit en CA, voilà, il cherche des gens de la société civile. Et là, j'ai plutôt dit, bon, ben voilà, il faut une contribution communautaire. Et donc, je me suis engagé pour les régionales de 2010 à ce moment-là. Donc, je l'ai fait comme un engagement communautaire, comme je pouvais avoir des engagements associatifs pour les enfants de familles sans papier, pour Amnesty International ou pour la FCPE dans mon école, quoi. Okay. C'était un... Voilà. Et puis, bon, voilà, il y a un petit effet boule de neige parce que voilà, j'avais un profil on va dire, qui correspondait aussi à l'identité de Grenoble, à la fois formé dans ces écoles d'ingénieurs, travaillant dans l'industrie, militant associatif, votant écolo depuis toujours, et que cette espèce d'alchimie, elle a fait que les écolos locaux m'ont dit « t'as quand même une tête de candidat ». Et moi, je leur ai dit « ok, mais si c'est pour faire 15 ou 20, ouais, ça ne m'amuse pas. Prenez-moi, si on y va, c'est que ok, on y va pour gagner. Donc ça veut dire qu'il faut changer de culture. Okay. Et voilà. Et après, en fait, c'est un engagement qu'on ne peut pas faire à moitié. Donc c'est très exigeant. Beaucoup plus qu'un boulot. J'étais cadre dirigeant dans l'industrie, mais voilà, c'est un volume horaire deux fois ce qu'on peut connaître, c'est colossal et puis une charge mentale importante. Mais on ne peut pas le faire à moitié, on est obligé de le faire à fond. Donc voilà, j'y ai consacré 12 ans de ma vie là, à la mairie, ça fera 12 ans en mars prochain. Très bien, félicitations. Merci. C'est moi qui sers là. Hein. Allez. Allez. T'as mis... Laissez-moi respirer. Ah, je suis dessus. Je suis dessus. Allez. Oh, joli. Bien ce service, hein. Ah, celui-là, il est joli. Elle était pas mal. 3 partout. Oh, il est fusillé, là. J'ai plus qu'à le massacrer. Un petit peu bourrin quand même, hein, si je peux me permettre. Oui, oui, mais il y a la place pour le flip. Non. Ah, la pression. Mon premier. Allez. 3-5. Il a la pression. Et justement, l'occasion de poser une question.
je voulais savoir si votre passé de pongiste de très bon niveau, de compétiteur, avec les compétences que vous avez acquises, des compétences tactiques, mentales, est-ce que ça vous aide aujourd'hui dans votre parcours politique, où on sait que c'est un monde un petit peu de requins, il y a de l'adversité. Comment vous en servez de ces compétences et de cette expérience? C'est difficile de savoir quelle composante d'où m'a aidé. Ce qui est sûr, c'est que j'absorbe très très bien la pression sans que ça se transforme en stress. Voilà. Et ça, au ping, mine de rien, enfin dans les sports d'ailleurs, c'est pareil au tennis, mais dans les sports de raquettes individuelles, en particulier, il faut quand même, voilà, c'est un match mental, et donc encaisser la pression sans que ça génère du stress, sans que choper le petit bras, en gardant sa lucidité, on pourrait faire un parallèle. Okay. Qui est d'ailleurs impressionnant au ping maintenant quand on voit les remontées. Oh. Et ça, je pense que ça a évolué aussi parce que à notre époque, on avait l'impression que voilà, 4 points d'avance, le match était plié. Là, les remontées, ils sont des tunnels parfois de 6-8 points. Ça, et là, je me dis qu'ils ont je me suis dit ça au tennis aussi, où ça a bougé par rapport aux années 80. La capacité, nombre de balles de match sauvées, par exemple, il faudrait avoir une stat, mais je pense qu'il a explosé. C'est incroyable. Effectivement, et aux Jeux Olympiques, Félix, moi, il m'a impressionnant. Impressionné parce que la pression qu'il a, il remonte des balles de match pour la médaille. Mais je crois qu'en fait, voilà, on a beaucoup investi dans la prépa mentale. Ouais. En France, peut-être qu'on le faisait peut-être pas beaucoup avant, et aujourd'hui, tous nos champions, ils performent essentiellement grâce à ça. Et ça sert, et ça c'est quelque chose que j'essaie de transmettre par exemple à mes enfants. Voilà, j'avalais aussi des bouquins de préparation mentale. Ouais. Alors pas pendant que je faisais du sport, où je l'ai fait comme un bourrin. Mais pour les études. Mais derrière pour le boulot, j'ai bossé et aussi sur cette préparation mentale dans le sport. Et donc c'est des choses que j'ai essayé de transmettre à mes enfants parce que ça sert quand il y en a une qui est artiste de haut niveau, il faut supporter la pression. D'autres qui ont été sportifs, il faut supporter la pression au boulot, la pression. Donc je pense que ça aide. Mais je me demandais justement, les hommes politiques, un peu, vous êtes exposés, vous avez une pression de fou, et on ne vous en propose pas, vous, des formations en prépa mentale? Alors, on a des coachs. Ouais, des coachs. Voilà, qu'on trouve par réseau, donc certains qui sont plutôt sur la com, parce que pour moi qui suis ingénieur, on a l'habitude de dérouler une pensée. Là, on a 1 minute 30 max. Vous êtes invité dans un journal, par exemple, même un gros journal télévisé, vous avez 1 minute 30, 2 minutes de temps de parole. Donc, il faut trouver la phrase qui va bien, qui résume une pensée qui peut être beaucoup plus complexe que ça. Et puis, on se fait accompagner aussi parce qu'il faut avoir un regard sur soi, une sorte d'analyse de la pratique. Et donc, en tout cas, moi, j'ai fait ce choix de me faire accompagner depuis le début et de dire aux autres, voilà, ça ne mange pas de pain de se faire accompagner quand même. Très bien. Quand on est compétiteur, on a une ambition, on se fixe des objectifs. Et vous, quels sont vos objectifs? Quelle est votre ambition en politique? Alors, mon ambition, c'est de réussir à faire émerger un projet de société, c'est-à-dire qui recueille le consentement des gens, qui soit dans cette ligne que je propose, garantir des sécurités du quotidien, chérir les biens communs et les vivants, nourrir notre désir de sens. Et donc, ça passe par à la fois parfois un appel à des valeurs, parfois un appel à la famille avec qui on est, la famille au sens large. Parfois, c'est très concret, voilà, il y a des gens qui ont besoin de faire un projet concret, et parfois, c'est du concept et de la macro. Et il faut réussir à alterner tout ça pour que les gens se disent « Ok, c'est pour moi, ça vaut la peine, je ne suis pas obligé de tomber dans le repli identitaire ou dans la fuite en avant néolibérale. » Donc ça, c'est mon ambition de mon engagement politique, que les gens puissent vivre dignes, voilà, et comme ils veulent, et qu'on puisse le faire pas sur le dos des autres, c'est-à-dire qu'on puisse le faire à l'échelle de la planète, c'est-à-dire qu'on arrête de se dire qu'on le fait sur le dos des femmes, sur le dos de l'Afrique, sur le dos de l'exploitation coloniale de produits ressources, etc. Voilà, donc ça c'est mon ambition, et après il faut se fixer des objectifs précis, et puis après comme un compétiteur, là je pense que le sport de compétition ça aide, c'est qu'on est prêt à tout donner, une fois qu'on a un objectif, voilà, on se donne les moyens, et on est prêt à tout donner pour atteindre cet objectif, et ça ce petit esprit de compétition, en tout cas, il a croisé la compétition politique. Très bien, et bien sachez qu'on vous soutient dans ce combat. Voilà. Allez, 5-3. Premier point. Enfin, un peu de spectacle, messieurs, dames. Premier point, c'est joli. 3-7. Mais je comprends rien à son service. Je le vois coupé. Il est parfois coupé, parfois pas. Bravo. 6-4.
Regarde ça, ça sort de 20 mètres, c'est à 4 mètres de haut. Allez. Il m'agace. Il m'agace fortement. 8-6. Vous étiez déjà mon serveur ou c'est juste contre moi? Non, mais avant, j'étais nettement meilleur serveur parce que je suis court. Là, ça sort de 25 mètres. Bah ouais, mais je peux pas, elle tourne. Enfin, ouais, j'arrive pas à la démarrer. Ça, c'est sûr, mais... Non, je suis dessus, je me mange le doigt. 9-6. On va pas se laisser faire, non? Allez. Oh non! Ça revient. 7-9. Dernière question, ouais. Parce que je sens que la fin du set approche. Alors déjà, j'ai un quiz, parce qu'on parlait tout à l'heure de votre ami Pongis qui est venu maire. Est-ce que vous connaissez d'autres confrères à vous, hommes ou femmes, politiques, qui sont des compétiteurs de tennis de table? Alors, j'en connais. Le maire de Bethléem, enfin, ça vient de changer, mais qui était maire jusqu'à ce printemps, là, ah ouais, a joué les Jeux pan-nazis pour la Palestine. Ah bon? Donc, niveau international. Mais genre niveau international, mais... Après, voilà, je ne connais pas le niveau palestinien, parce qu'on devait jouer, en fait. Ah, et il était blessé à l'épaule quand il est venu, donc il n'a pas pu, ou sinon il a eu peur et il a inventé une blessure, on ne sait jamais. Je peux le raconter comme ça ne mange pas de pain. Ok, excellent. Voilà, il y a un président du FCG, qui est d'une famille de pongistes. Ah oui? Les pilots, là, il y avait quelques-uns qui étaient bons. Eric a été président du FCG. Qu'est-ce que j'ai croisé? J'en ai croisé quand même pas mal. Ouais, mais ça m'intéresse. Ça doit développer. Si ça vous revient, vous me direz, ça m'intéresse. Ouais. Moi, je voulais juste vous dire, bon déjà, vous ne l'avez pas connu, mais François Mitterrand, est-ce que vous saviez qu'il avait été licencié FFTT? Ah non. Eh ben voilà, je vous l'apprends. Okay. Et puis dans les contemporains, il y a Cédric Villani, qui était classé 35 apparemment. Ah bon? Cédric, il vient chez moi tout le temps. Eh ben, on est potes, il vient dormir à la maison quand il vient pas mal à Grenoble pour des colloques sur l'intelligence artificielle et les matchs. Excellent. Et il dort à la maison, donc je pourrais lui proposer. Eh ben... Parce que ma première année de maire, le cadeau de mes équipes, ça a été de m'offrir une table de ping-pong. Ah ouais. Et qu'on sort notamment pendant les jours d'élection, où les journées sont très longues parce qu'on poireaute en attendant les résultats. Et donc, dans le garage, à la mairie, il y a une table de ping-pong, un panier de balles, quelques raquettes. Et donc, il y avait souvent mon fils qui venait jouer, qui est tennisman, mais qui tricote un peu du ping aussi. Eh ben, je vous invite, si vous pouvez passer le défi que je vous ai lancé, si Cédric Villani voulait le relever aussi, je te défonce, Cédric Villani. Bon, allez, on en est à 8-10, je crois. 7-9 non 7-9. J'ai essayé de tricher, pardon. Je vois que le gars, il suit le score. Yeah, je suis dégoûté. Ça, j'aimais bien les blocs. Ah ouais. Ça fait plaisir d'en passer un. Ouais, j'étais tellement sûr. C'est joli le bloc. Ouais. Surtout quand on sort la raquette là et que la balle est déjà là. Voilà. Avance. C'est un bourrin, tu sers dans le coup droit. Ça attaque. Bah oui, je vais pas faire un 9-10. Allez. Allez. C'est pas possible. Il y a le bras qui tremble. 10 partout, au secours, au secours. Voilà. Je suis dessus. Changer de service, c'est pas bon. 10-11. Mais oui. Allez, c'est bon. L'honneur est sauf. Non, parce que d'habitude, je me fais malmener par tous les invités. Bon, là, c'est encore le cas. Et j'aimerais bien en gagner un de temps en temps. Ouais. Bon, on en arrive à la belle. Ouais. Attendez, je reprends mon souffle. Le thème de ce dernier set, c'est l'écologie pour les nuls. Je vais vous demander de vous mettre à mon niveau parce que, voilà, moi, j'y connais rien en politique et encore moins en écologie. Et j'ai quand même des questions. Il y a notamment un truc qui m'interpelle, moi. C'est que dans mon entourage, ma famille, mes collègues, mes amis, tout le monde a une conscience écologique assez prononcée. Tout le monde est conscient des enjeux du réchauffement climatique, du développement durable et compagnie. Et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que les écologistes, c'est pas une force politique de tout premier plan aujourd'hui. Comment c'est possible? Moi, j'ai un avis évidemment sur la question. Si je me suis engagé en politique, c'est que je considérais que ceux qui étaient, alors que c'était pas ma trajectoire de vie, c'est que je considérais que ceux qui s'en occupaient, peut-être ne faisaient pas ce qui me correspondait, en tout cas ce que je pensais utile pour la société. D'abord, il y a des effets complexes, c'est que le réchauffement climatique, de toute façon, on le subit.
qu'on fasse les choses correctement, nous ou pas. Donc il faut réussir à changer l'approche, ce qu'ont fait les écologistes au niveau local, en 2014 à Grenoble, mais après en 2020 dans plein d'autres villes. Ce qu'on n'a pas encore fait au niveau national, se dire qu'est-ce qu'on amène aux gens maintenant, non pas en leur disant on va sauver la planète, ils ont bien compris que voilà, la France, 1%, même avec sa surface d'influence, elle a une responsabilité. Mais évidemment, il y a des gros acteurs qui jouent. Donc il faut qu'on arrive à dire ben voilà, ce que vous gagnez en protection, quelle garantie de sécurité pour votre quotidien grâce à l'écologie, comment on fait société ensemble, c'est-à-dire comment chacun retrouve une place dans la société où il est utile, c'est-à-dire qu'il a des droits, des devoirs, mais il se sent appartenir parce qu'il est utile, et on a tous besoin d'être utile, et comment on garde cette diversité humaine d'émancipation et qu'on ne se dit pas que en fait, l'écologie c'est un seul modèle, parce que ce n'est pas le vrai. Et donc il y a ce changement de culture à faire, qui en plus vient se rajouter pour les écolos qui ont été longtemps seuls, comme lanceurs d'alerte, longtemps seuls à essayer de pousser les discours scientifiques. Maintenant, tout ça, ça marche bien. Donc, il faut réussir à abandonner, faire le deuil de ces missions historiques pour dire maintenant, notre mission, c'est de dire voilà ce qu'on propose à la société comme mode de vie qui permet de garder la diversité de l'imaginaire humain, des différents imaginaires humains, mais en se disant que sur l'environnement, la biodiversité, sur le logement, la façon de s'alimenter, de se déplacer, notre santé, sur la pollution, ben, voilà, là on a des points de jonction qui sont des points de jonction de société. Et c'est là-dessus, c'est pour ça que je m'engage au niveau national pour essayer de changer cette culture-là. Je comprends. Très bien. Voilà. Merci pour ces explications. 0-0, c'est là que ça se joue. C'est parti. Putain, mais il me saoule. Je vais le démarrer le service. Je peux changer, hein? Allez, 1-0. Allez, je change. Oh, vieux service marteau, comme dans les années 80, je me fais voir. C'est les années 80. Moi aussi, je savais faire. Hein. Je vais vous faire le mien. 0-2. Ouais. Bon, on a notre point. Ouais. Allez, joli. Moi aussi je sais faire. Joli, joli. 3-2. Allez. Oh là là, yes. on n'en met pas un des tops là. 2-4. Mais j'ai la place, j'ai 15 mètres pour y aller. Bien joué. Allez. Mais quel agresseur. 5 partout, bien joué. Petite question, parce que là, il faut que je retrouve mes esprits et que j'arrive à trouver une tactique pour cette fin de set. Je voulais vous demander si sport et écologie sont compatibles, et je voulais prendre l'exemple du tennis de table. On joue avec des revêtements en caoutchouc qu'on change tous les 2, 3, 4, 5 mois. On joue avec des balles en plastique qu'on use par milliers à l'entraînement. On a besoin de beaucoup d'éclairage en compétition. En hiver, il faut qu'on chauffe parce qu'en dessous de 15 degrés, c'est injouable. Le championnat par équipe, on fait des bornes. Bref, est-ce que c'est compatible avec un engagement écologique? Oui, de toute façon, le sport fait partie de la vie. Le sport et la culture sont des dimensions de la vie dans lesquelles on va retrouver plein de dimensions. La dimension collective, mais l'exigence individuelle, ou le côté ludique, le côté santé, il y a tout. Hein, ça ne porte pas des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire que le sport est aussi un espace de domination des hommes sur les femmes. On l'a encore vu ici en accueillant l'équipe de France de handi basket féminine, qui n'a pas les mêmes moyens que les hommes. On a vu, rappelez-vous, la joueuse norvégienne qui était premier ballon d'or, Egerberg, qui a refusé de faire la Coupe du Monde 2019 parce qu'ils n'avaient pas les mêmes conditions que les hommes. Ouais. C'est aussi un lieu de domination, de violence sexistes et sexuelles, les affaires sortent en pagaille. Donc ça n'a pas de valeur intrinsèque, mais c'est un vecteur extraordinaire pour les valeurs. Donc, effectivement, c'est totalement compatible. Et après, dans l'exercice du sport, aujourd'hui, il ne faut jamais oublier la photo générale. Et le gros de tous les sports, ça reste les déplacements. Et donc, c'est autour des déplacements qu'il faut se concentrer. Et donc là-dessus, il y a évidemment un enjeu, parce qu'il y a beaucoup de compétitions par équipe quand même dans le ping. C'est un sport individuel, mais qui se joue beaucoup en équipe. Ouais. Donc là, il peut y avoir des modulations. Et le reste, ça reste que pour une toute petite élite qui fait le circuit mondial, eux, ils continueront à prendre l'avion.
mais c'est comme ça. Voilà, on a besoin aussi de ce sommet de la pyramide et de cette excellence. Donc c'est sûr qu'on ne va pas arrêter les déplacements ni pour le foot, ni pour le ping, ni pour le tennis. Voilà, donc ça ne me semble pas un enjeu majeur en termes de arrêter parce que ça ne serait pas écolo. Voilà. Nous avant c'était pire, on avait la colle. Hein. Oui. Donc, moi je collais à chaque match. Hein, bien sûr, moi aussi j'ai connu ça. Donc, là c'était pas terrible. Là c'était même pas pour terrible, la santé objectivement. aussi. Non mais carrément pour la santé c'était pas bon du tout. Ouais. Donc là aussi de toute façon on le voit dans le vélo. Le Tour de France, on est en plein dedans, hein. Ils ont fait des progrès, il reste sans doute évidemment du chemin à faire, mais sur la caravane, sur les déplacements, sur la gestion des déchets, qui était un enjeu majeur, sur le rapport femmes-hommes, hein, ils ont abandonné les hôtesses en mini-short il n'y a pas très longtemps, donc tout bouge, il y en a qui sont plus réticents que d'autres, c'est sûr que le foot de haut niveau fait un peu de la peine, que le rugby, on a vu aussi les travers du rugby de haut niveau, à la fois en termes d'engagement physique pour le cerveau, mais aussi de pratiques qui ne sont pas bien réjouissantes. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi plein de pratiques d'éducateurs et d'éducatrices, de formateurs, de bénévoles, de gens qui découvrent une passion et dont ça devient un des piliers de leur vie. Voilà. Moi, on m'enlève le sport. Si vous m'enlevez le sport ou la montagne, je ne suis pas bien assez vite en fait. Ouais, la vie vaut plus le coup d'être vécue. Je sais pas, mais en tout cas, je sens en fait assez vite et je sens le plaisir, même là, ça me donne envie de rejouer. Voilà. J'espère. Vous savez qu'il y a un club à Grenoble? Bah, il y a plusieurs clubs. J'avais été voir un championnat de France il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à Saint-Égrève que ça jouait. Et il y avait déjà à mon époque le club de la Tronche, le club des Chirolles qui était bon. Et puis je continue à regarder un petit peu. Ouais. Alors j'en profite pour remercier chaleureusement le club du TTTMG qui nous accueille pour ce tournage. Sans eux, j'aurais pas pu vous rencontrer et faire voilà, cette émission. Donc merci beaucoup à Tom David, le président, et à Vandat, le vice-président, qui m'ont beaucoup aidé pour organiser cette rencontre. Et je crois qu'ils ont un petit cadeau pour vous, mais on verra ça à la fin. Ah, bah écoute, cool. Non, c'est pas possible. Oh non, je suis dessus, je flippe. J'avance pas assez. Non, vous êtes un bourrin, c'est tout. Oui, je suis un bourrin, mais j'avance pas assez. Un bourrin pas entraîné, c'est pas bon. Ouais. J'y ai cru. Ouais, moi aussi. Oh non, il la donne. Allez, 5 partout. Allez. Ouais, mais là, ça tricote. Ouais, ça... Ça, il faut que je regarde. Et bim. Oui. Oui, je suis dessus. Oh non, j'avais l'occasion là, mince. Putain, c'est pas possible. Allez, 9-7. 8-6. 8-6 8-6, 8-6. Question, parce que j'en ai encore une ou deux dans ma besace là. Je sais pas comment la poser celle-là. Je suis inquiet en tant que père. J'ai 2 filles de 13 et 16 ans, elles auront sûrement des enfants plus tard. Et je vois que ça fait des décennies que les climatologues nous alertent sur le réchauffement climatique, qu'il faut absolument contenir en deçà de 1,5 degré à horizon, je crois, 2050. Et puis j'ai appris à la radio là que c'était mort. Ouais, c'est mort. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a des conséquences un peu dramatiques qu'on va avoir. Ouais. Et du coup, comment on fait pour se sortir de cette mouise? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense qu'il y a eu un intérêt au moment de la COP21 de fixer cet objectif pour l'ensemble de l'humanité. C'est quand même l'ensemble de l'humanité qui décide de donner un objectif. L'inconvénient, c'est qu'on a fait ça comme si c'était un mur. 2050, 1,5. Or, ça n'est pas un mur, c'est un continuum. C'est-à-dire que chaque dixième de degré compte et aura un impact sur le nombre de catastrophes climatiques, inondations, sécheresses, incendies, tornades, etc. Donc chaque dixième de degré compte. Donc il faut se battre pour chaque dixième de degré. Et l'intérêt, c'est que les politiques d'adaptation et d'atténuation, en fait, sont très similaires. Il y a évidemment des champs qui sont dissociés, genre, je sais pas, l'énergie renouvelable. Voilà, c'est pas de l'adaptation
mais c'est purement de l'atténuation. Ouais. Mais ça nous rend indépendants géopolitiquement, donc c'est intéressant, donc ça nous protège. L'adaptation, isoler les logements, ou réduire la viande dans notre alimentation, bah, c'est bon pour la santé, c'est bon pour nos conditions de vie, c'est bon pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est bon pour nos finances, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour tout en pratique. Donc c'est à ce croisement qu'il faut se dire qu'en pratique, tout est encore jouable et chaque dixième de degré sera de meilleures conditions de vie, moins de catastrophes et donc moins de guerres aussi. Et puis, il y a un dernier truc que j'ai gardé en tête, je suis devenu pote avec plein de gens extraordinaires, dont Edgar Morin. Ouais. Edgar Morin, il dit que voilà, l'avenir, en fait, n'est jamais ce qui est écrit. Donc là, c'est sûr que si on continue la courbe des scientifiques, ça va le faire. C'est compliqué. Mais c'est aussi des engrenages, des petits grains de sable dans des engrenages qui font que l'humanité dévie de sa trajectoire. Parfois pour le pire, on l'a vu lors de la Deuxième Guerre mondiale, on le voit là dans des conflits, que ce soit en Ukraine, à Gaza, en République démocratique du Congo, au Soudan, des conflits terribles comme il n'y en a pas eu au même moment depuis très longtemps. Mais c'est aussi des bascules qui peuvent se faire assez rapidement. Donc, il y a eu Trump, mais il pourrait y avoir voilà, un autre président qui se dise, clac, en fait, c'est ça, la mission qui va fédérer notre pays. On peut espérer, en tout cas, on y travaille. Ok, très bien. Allez, 8-6. Ah, je l'ai pas fait exprès. Ah, je ne sais pas bloquer un top, c'est fou. Dommage. Dommage, ouais. Oh, c'est pas possible. 9-9. Bon, ben, je pose ma dernière question parce qu'après, là, c'est le money time. Dernière question. Je crois que vous arrivez à la fin de votre deuxième mandat en tant que maire de Grenoble. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les actions dont vous êtes le plus fier et dont pourraient s'inspirer d'autres maires de grandes villes ou maires de villages voilà, qui seraient utiles? Moi, ce que j'aime, c'est la cohérence du projet d'ensemble. Donc, on a à la fois travaillé sur, par exemple, le sport et la culture et la transition. Ouais. Donc, ça a marché, ça a fait bouger des mondes qui étaient quand même assez éloignés. Nous avons bougé sur l'énergie, où là, on produit plus d'énergie et d'électricité, ni fossile ni nucléaire, que la consommation de l'ensemble des ménages grenoblois. Donc, on avait montré qu'on pouvait être à l'échelle. Nous avons attaqué notre surconsumérisme en supprimant la pub en 2014. Ça change les imaginaires. Je me rappelle encore, les gens disaient « mais vous avez le droit ». Bah oui, en fait, c'est une règle collective. À Grenoble, il n'y a plus de panneaux 4x3, il n'y a plus de sucettes dans la ville. Il ne reste de la publicité que dans les transports en commun, les abribus, les transports en commun. On a travaillé sur l'alimentation. Donc ça sert aussi à réduire les inégalités sociales fortement, notamment à travers la cantine. À la cantine. À la cantine, il y a là plus d'un quart des enfants qui mangent pour 75 centimes un repas bio, végé, qui est local. Donc ça permet de travailler. Comme la réduction des émissions sur les bâtiments publics. On a fait moins 40% de consommation d'énergie, moins 70% d'émissions de gaz à effet de serre. Avec des travaux de rénovation? Avec rénovation et changement de source. Okay. Donc rénovation, c'est moins 40%, et on arrive à moins 70% d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a le changement de source. Et la lutte contre la pollution, là aussi, la pollution c'est génial parce que le gain il est pour ici. Quand on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, on travaille pour la planète, et donc on regarde plutôt l'adaptation et en quoi ça nous protège. Là où on travaille sur la pollution de l'air, on a réduit entre 30 et 50% en fonction des polluants. C'est une amélioration directe, c'est moins de maladies, moins d'AVC, moins de maladies chroniques, moins d'enfants exposés, moins de personnes âgées qui souffrent. En période de canicule, ça accentue. Donc en fait, ça c'est bon directement pour le territoire. Et donc cette cohérence d'ensemble a tendance à me réjouir, même si la politique est un exercice de frustration. C'est-à-dire qu'on voudrait faire 10 fois plus, on a 10 fois plus d'idées que ça, et après on se heurte à l'usage de notre temps. La première contrainte, c'est à quoi on passe notre temps, parce que ça demande de l'énergie humaine, et puis évidemment les sous. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que en fait, la conduite du changement, c'est du temps. Et donc, vous ne pouvez pas faire 150 000 trucs, même si nous, on a décidé d'ouvrir le champ du changement. Mes collègues maires d'autres villes me disaient « t'es fou, tu vas avoir un gros arc de résistance au changement et tu perdras en 2020 ». En 2020, finalement, on a fait 47% au premier tour, donc ça veut dire que les gens ont plutôt suivi. Voilà. Ouais, okay. Mais et sur la réduction de la pollution, concrètement, vous avez fait comment?
Concrètement, c'est accompagnement du chauffage au bois, ce qui est une source de polluants, triplement de la part du vélo, donc une réduction de déplacement sur la route. Donc ça, c'est des effets directs. Chauffage et transport, c'est les deux gros points de pollution de l'air sur lesquels on a du contact. Après, il y a aussi agriculture et industrie, mais évidemment, on a moins le contact, on prend juste ce qui nous arrive dessus. Et ça améliore les choses. Et puis on a travaillé avec des chercheurs qui nous disent que si on atteignait les seuils de l'OMS en termes de qualité de l'air, donc l'Organisation mondiale de la santé, en 2030, le territoire grenoblois économiserait 8,5 milliards d'ici 2045, donc colossal pour juste ce bassin de 700 000 habitants, 8,5 milliards, et on gagnerait 3 mois et demi d'espérance de vie. Bon, ben on prend. Et ces 3 mois et demi d'espérance de vie, en plus, c'est des nourrissons qui sont moins fragiles, c'est des personnes âgées qui sont moins fragiles, notamment en période de canicule. Donc c'est en fait génial dans tous les domaines. Ok, on prend les 8 milliards et les 3 mois et demi d'espérance de vie. Allez, sur ces belles paroles, on en est à 9 partout, c'est moi qui sers 9 partout, ouais. C'est le money time. Mais c'est pas possible de jouer à ce point mal. Quand c'est filmé, je suis nul. C'est ça, c'est le petit. 9-10. Ah, allez, un service. C'était la tentative de la mort. Oui, là j'ai vu qu'il y avait une tentative de m'humilier là. Tentative de la mort. Allez, 10 partout. Bah, si ça rentre, ça c'est pas mal. Bon. J'en ai bloqué. Le mec il met son premier bloc à 10-10 à la belle quoi. C'est ça c'est le mental que j'ai bossé. Mais c'est pas possible. Allez. Mais balle de match, 11-12. C'est pas possible. Je me fais terrasser par Eric Piolle devant tous mes abonnés. Merci. Merci beaucoup, c'est super, super sympa. Super sympa de retrouver une vraie raquette. Ah bah, et un vrai joueur. Et puis, un vrai joueur, non. Mais une vraie raquette, oui, effectivement. Ouais. C'est notre partenaire Victas qui l'a fourni, on le remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré 1 heure dans votre agenda qui, je le sais, est très rempli. Et je voulais remercier chaleureusement le TTTMG, le club de La Tronche, Mélan, Grenoble, qui nous a accueillis sur ce tournage, qui nous a filé cette salle et cette table. Et je crois qu'ils ont un petit cadeau pour vous. Un maillot merveilleux. Eh ben, merci beaucoup. Alors, viens ici, voilà. Donc on a le vice-président du club qui a proposé d'offrir un maillot à Monsieur Piolle, un maillot du TTTMG. Ok. Voilà, La Tronche Mélan Grenoble. Club fusionné il y a combien de temps 2007. Parce que moi quand je jouais, il y avait La Tronche était déjà très fort. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est en 2007 que ça a fusionné avec Grenoble. C'est à ça qu'on se dit que le temps a passé quand même. Vous avez de la place encore pour Eric? Pour ma ville après, quand j'aurai des soirées. Bon allez, à bientôt les Pongis, salut.